pour la prochaine petite capsule qu'on entend, c'est la suite de celle qu'on vient d'entendre. Voilà, la suite de la personne qui parle et se trouvait en présence de son auxiliaire de vie quand on a réalisé l'entretien. Du coup, c'est un entretien croisé que la capsule suivante. Bonne écoute. Bruit de couloir. Entrée, soins, dessert. Et maintenant, passons à table. Alors, on fait ce petit enregistrement. Et alors, pour les personnes qui nous entendent, vous entendez peut-être que derrière nous qui sommes en train de parler, on entend le travail de Fatou qui est là. Juste, on vous entend pas très bien. Vous permettez que je me rapproche ? Ça fait longtemps. J'ai commencé ça en 92, juillet 92. Parce que j'aime bien aider les gens, aider les personnes âgées, tout ça, là, et les malades. Ça, je fais ça à bon cœur. J'aime bien. Ça, c'est pour ça que je suis dedans. Ah oui. J'ai fait la formation aussi des auxiliaires de vie. On a fait 1 an. J'ai fait 1 an. Avec... Elle est travaillée tellement bien. Tellement ah oui, j'aime bien. Bouger. Je préfère ce travail. Très bien. Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien mon travail. Bien cette dame-là, moi j'aime bien de manger la nourriture qu'elle a préparée. C'est très bien, c'est comme chez moi. C'est comme une haïtienne, de préparer la nourriture. Alors parce que vous, Fatou, sans vouloir raconter votre vie, vous n'êtes pas haïtienne. Non, je suis du Mali. Je prépare comme ça. Moi aussi, j'écrase les feuilles, tout ça, je mets dans le frigo. Je prépare avec les gingembre, tous les feuilles. Ça sent bon. Et ça bon dans le manger aussi. Oui, oui. Ah ouais. Et alors maintenant, ma question, ça porte sur la recette. Oui. Cette recette-là, est-ce que c'est votre recette, Fatou, ou est-ce que c'est la recette de Nicolas? Comment vous vous êtes mis d'accord? C'est la recette de Nicolas. Parce qu'à peu près, l'air manger, c'est à peu près à nous. Oui. C'est à peu près le même. La nourriture haïtienne et la nourriture malienne, ça se ressemble un peu. Ça ressemble. Ah oui. C'est ça. Hein. Ça, c'est la viande revenir avec oignon. Nous aussi, on fait. On fait ça avec du riz, ou bien avec des pâtes. Oui. Ou bien avec des bananes, ou bien igname. Oui. Oui, c'est à peu près le même. Et vous, Fatou, est-ce que les autres personnes qui interviennent ici, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez les occasions de discuter un peu avec elles? Parce que vous faites une équipe, en fait. Même si vous êtes là, pas tous en même temps, vous êtes quand même une seule équipe. Vous pouvez vous parler un petit peu des situations que vous traversez au travail ensemble? Vous avez des moments comme ça pour pouvoir parler ensemble? Sauf qu'à dit pas beaucoup. Hein. Oui. Pas beaucoup. Parce qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas. Ouais. C'est ça. Vous pensez que ce serait mieux la possibilité de se voir si c'était possible? Oui, de parler, oui. Les missions qu'on fait ici ensemble, oui, ça sera mieux. Oui. Et ma dernière question, c'était juste pour avoir bien compris. Là, vous êtes sûr de rester ici encore 1 mois, puis le mois d'après, donc encore 2 mois. Et après, pour l'instant, si j'ai bien compris, vous ne savez pas exactement où vous allez travailler. Non. Ici, non, je ne savais pas. Sinon, j'ai mes personnes déjà. Oui. Ah oui, j'ai mes personnes. Ah oui. Ici, c'est moi et le mois prochain, peut-être c'est continuer. Peut-être elle va continuer. Peut-être c'est pas continuer. Ah oui. Oui, c'est ça. Et ça va un grand souci pour moi si elle ne veut pas continuer, s'il n'y a pas de possible de continuer avec elle, parce que comme c'est la responsable, elle n'a pas de choix. S'ils ont s'arrêté, elle est obligée. Mais ça va rester un souci pour moi. Dans ces cas-là, c'est pas vous qui décidez les personnes que vous gardez, c'est quelqu'un qui est votre chef qui décide? Qui décide, oui. Celle qui décide. Ah oui. Et vous avez, vous, le droit de discuter avec elle, de dire que vous vous entendez bien avec Nicolas? Vous avez des espaces pour discuter de ça avec elle? Dit ça, elle va dire non, c'est elle qui fait les plannings, c'est elle qui... Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Il nous change des fois, on n'est pas contente. Hein. Moi, je l'ai dit. Hein. Ah oui. Ouais, d'un seul coup, il change d'un seul coup les plannings.
Ouais. Ah oui, c'est pas bien. Même avec les personnes, même c'est pas bien. Lui, il est habitué avec nous, d'un seul coup changer. Pas bien. Mais on n'a pas de choix. Non, non, Hein. pas- On n'a pas de choix. Vous avez un chef. Ah oui, on n'a pas le choix. En tout cas, moi, je ne laisse pas faire, je l'ai dit. Ah oui. Elle me connaît pour ça. Moi, je l'ai dit. Hein. Ça, ma langue n'a pas dans ma poche. Ah non, je suis franche, je l'ai dit. Hein. Elle-même, elle dit, je gueule. Ah oui, c'est ça. Si ça ne va pas, moi, c'est comme ça. Hein. Je parle. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Rester avec quelqu'un tout le temps, c'est ça qui est bien. Pour eux-mêmes, c'est bien. Pour la personne, c'est bien. Et pour nous aussi. On connaît bien la maison, c'est bien. Ça nous facilite du travail. Ah oui. Il y a le bien-être des personnes aussi, des bénéficiaires aussi. C'est ça. On n'a pas le choix. Oui, parce qu'en fait, moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas seulement un métier ni de ménage, ni de cuisine, mais c'est aussi un métier de relation, quoi. Si, on parle, on cause, on cause. Ah oui, on cause. Ça lui fait du bien. Il ne faut pas venir comme ça, prendre le ménage, faire le manger. Non, il faut causer, il faut parler, il faut discuter. L'actualité dans le monde, il faut parler, tout ça là. Le plus important pour moi, c'est la confiance. La qualité de votre relation, elle s'est vue quand je suis arrivé, parce que quand je suis arrivé dans l'appartement tout à l'heure, Nicolas, c'est vous, Fatou, qui m'avez dit, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Du coup, je me suis dit, ah tiens, ça a l'air d'être une bonne équipe si c'est vous, Fatou, qui me dites de m'asseoir chez Nicolas. Ah oui, la maîtresse de la maison. Ah oui, ah oui. Il faut... Ce rire de Fatou. Ce rire, alors on parle beaucoup des conditions du travail, du planning, de ce qu'ils font à manger, de ce qui est bon pour la santé. Bon, avant, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point la place des témoignages ici, je ne sais pas ce que ça vous fait à vous. Il y a beaucoup de témoignages là dans ces journées qu'on a organisées avec, je ne sais pas ce que vous en prenez vous, mais moi je prends des émotions plein le bide. Bon, après il faut qu'on arrive à les penser, ces émotions. Et puis on est toujours dans cette volonté de proposer des écarts. Voilà, on parle du soin, mais on ne parle pas que du soin. Dans le soin, qu'est-ce qui se joue et puis qu'est-ce qui se passe de social aussi, enfin plus largement. Donc, la dernière intervention avant la pause, là, c'est pour nous d'inviter à nous parler une sociologue qui vient de bien loin quand même, de Montpellier. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Dominique Paturel qui va nous rejoindre pour nous parler d'enjeux politiques, sociaux autour de l'alimentation. Donc à qui on propose là un peu un grand écart et puis nous aussi, enfin voilà, et faisons le pari de cet écart-là sur comment on peut penser l'alimentation pour parler de la question de l'alimentation, mais nous pousser un petit peu sur des enjeux qui nous sortent aussi du soin qui n'est pas seulement un prétexte pour faire du soin de la relation, mais qui a aussi d'autres enjeux. Mais finalement, dont on a parlé pas mal aussi, comment les gens sont payés pour faire à manger, les plannings, les agents qu'on entend, les agents, les travailleurs handicapés ou pas, enfin voilà. Bon, mais d'abord, merci beaucoup pour cette invitation dans ce monde étrange et bizarre pour moi. Je veux dire, depuis hier, je vous écoute. J'ai compris que vous aviez à la fois un regard critique sur vos pratiques professionnelles et que vous aviez aussi un certain nombre de difficultés avec l'organisation, la gestion de l'hôpital en général. Sachez que c'est largement partagé par l'ensemble des gens qui travaillent dans la fonction publique aujourd'hui. Moi, je travaille pour la fonction publique de l'État et croyez-moi, faire de la recherche sur le terrain aujourd'hui, c'est apparemment aussi compliqué que de faire un potager dans un espace comme celui de Villévrard. Donc ça, c'est vraiment un élément extrêmement important à comprendre aussi dans les enjeux que je vais essayer de vous proposer et de partager avec vous. Je fais un pas de côté et j'entre sur la question par une vision politique, mais pas du tout par une vision psy. Donc par avance, je m'excuse si je heurte ou j'embête certains d'entre vous à partir des propos que je vais tenir.
Donc, moi, Embêtez-nous, on demande que ça. Donc moi, je suis chercheuse dans un labo qui s'appelle Innovation, qui est sur le campus de l'Agro à Montpellier. Et nous, on travaille sur l'enjeu et la transformation des systèmes agricoles et alimentaires, et notamment dans le contexte du changement écologique qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Sachez que l'alimentation, ça représente à l'échelle de la planète un tiers des gaz à effet de serre. Et pour la France, l'alimentation, c'est-à-dire ce qu'on mange tous, là, tout ce que vous racontez depuis hier, c'est un quart des gaz à effet de serre pour la France, et c'est autant que le transport et le logement. Donc c'est pour vous dire que la question de l'alimentation, outre tout ce que vous avez amené, tout ce que vous avez expliqué là-dessus, il y a une fonction dont vous n'avez pas du tout parlé, c'est la fonction politique, et c'est de celle-là dont je vais vous parler. Ça, c'est pour vous montrer un peu aussi la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On est dans une situation paradoxale, quand même assez forte sur la question de l'alimentation, puisque d'un côté, on peut accéder au fait de pouvoir manger tous les jours, y compris en quantité importante. Il y a une partie de la population pour laquelle c'est un peu plus difficile et plus compliqué et qu'on renvoie donc à l'aide alimentaire. C'est quelque chose dont je vais vous parler un peu plus loin. En même temps, on a une partie de la population aujourd'hui qui a complètement conscience des enjeux écologiques autour de l'alimentation et qui cherche à reprendre la main sur sa façon de manger. Et il y a un certain nombre d'expérimentations qui existent en France depuis les années 2000. Donc on a un quart de siècle d'histoire sur le fait de comment on peut reprendre la main sur notre alimentation. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on a une partie des paysans, des producteurs, qui eux-mêmes sont dans des situations de précarité, c'est-à-dire qu'ils produisent ce que vous avez dans vos assiettes et en même temps, ils ne gagnent pas de quoi vivre correctement de leur côté. Dans un rapport de la mutualité sociale et agricole, on nous dit qu'une partie des agriculteurs sont au RSA et un certain nombre d'entre eux, et c'est comme ça que la question est venue pour moi d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, on les a retrouvés dans les queues des Restos du Cœur. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation quand même assez bizarre, dans un pays qui s'appelle la France, dans un continent qui s'appelle l'Europe. Voilà. Ouais, voilà. Alors, ça, c'est l'hypothèse que nous avons dans mon équipe de recherche. Notre hypothèse, elle est de se dire que, les problèmes écologiques sont des problèmes sociaux. Il faut arrêter de considérer que la question écologique est une question en soi qu'on va devoir résoudre indépendamment des autres questions. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que si on a des problèmes écologiques aujourd'hui, c'est parce que il y a eu et il y a toujours des êtres humains qui dominent d'autres êtres humains et par ce biais-là, qui se sont appropriés un certain nombre de ressources. Donc c'est à cause de ce rapport de domination d'êtres humains sur d'autres êtres humains qu'on se retrouve aujourd'hui aussi dans cette situation-là. À partir du moment où on a posé ça comme cadre dans lequel on réfléchit, pour nous, la démocratie alimentaire, elle assure, en tout cas c'est ce qu'on pense, elle assure la sécurité alimentaire. Voilà. Plus on aura de démocratie dans nos assiettes, plus on aura la possibilité d'assurer une sécurité alimentaire à l'échelle de l'ensemble du territoire. L'alimentation, c'est une mission régalienne. Donc ne l'oubliez pas ça. C'est-à-dire que ça fait partie des missions de l'État d'assurer l'approvisionnement et la sécurité alimentaire à l'ensemble des habitants et des habitantes de ce pays. Alors, je voudrais quand même juste faire un petit point sur cette diapo parce que c'est le point de vue à partir duquel je parle. Moi, je suis issue du travail social. Donc, même si j'ai terminé ma carrière comme chercheuse dans ce labo, et en particulier, voilà, moi je suis dans ce courant qui s'appelle le travail social radical et qui a essentiellement comme vision le fait de reconnecter en permanence la question sociale avec la question politique. Voilà. Et c'est une autre façon de penser le travail derrière, parce que vous voyez bien qu'on ne va pas régler la situation des revenus économiques des familles à petit budget simplement par des allocations mensuelles ou par, en particulier, la prescription de l'aide alimentaire. Mais nous, on la reconnecte en permanence au contexte politique dans lequel on est.
Alors, donc, il y a 5 axes d'action qui sont assez essentiels pour penser ce travail social radical. Et nous, on en rajoute un, en particulier parce que dans le travail social, mais je ne sais pas si c'est pareil dans vos milieux, mais en tout cas dans la salle, je le vois, on est beaucoup de femmes à travailler sur ces questions-là. Et que aujourd'hui, la question du rapport de genre est assez fondamentale pour parler de ces questions-là. Et donc, nous, ce qu'on pense aussi, c'est que si la travailleuse sociale ou la travailleuse du soin, je ne sais pas comment on vous appelle, se retrouve dans ces situations-là sans être elle-même en capacité réflexive de comprendre les oppressions qu'elle subit, eh bien, on voit bien que ça va poser sacrément de problèmes dans le travail de relation qu'on met en place à la suite. Donc, c'est à partir de ce point de vue situé, et donc c'est des travaux menés en particulier avec Anna Rurka, qui est maîtresse de conférence à Nanterre, que je vais vous raconter la suite. Alors, le concept de démocratie alimentaire, c'est un concept qui apparaît à la fin des années 90. Il voisine avec d'autres concepts que vous avez peut-être déjà entendus, souveraineté alimentaire, justice alimentaire, et puis il y a tout le pataquès autour de précarité alimentaire et insécurité alimentaire. Tous ces concepts-là sont des concepts qui sont issus de batailles culturelles et de batailles politiques en même temps. Celui de démocratie alimentaire, il émerge à la suite du sommet mondial de l'alimentation qui a lieu à Rome, donc au milieu des années 90, où là, il va y avoir une première réaction des paysans, en particulier des paysans du Sud, via Campesina, où les paysans vont dire « Non, mais attendez, nous, sur la planète, on représente une grosse partie de l'activité sur la planète, et une grosse partie d'entre nous, on n'a pas les moyens de vivre. Donc, ce qui compte et ce qui est important avant tout, c'est de penser la souveraineté alimentaire à l'échelle de chaque État. » Voilà. Je ne sais pas, ce matin, il y avait quelqu'un qui parlait du riz, mais par exemple, la culture du riz, c'est quand même intéressant de voir comment elle a été importée, imposée dans un certain nombre du pays du Sud, et qu'aujourd'hui, on a une grosse partie de la population qui mange du riz et qui est surtout sur des territoires où on ne peut surtout pas cultiver du riz. Ça a été la même chose avec le blé, importé des pays du Nord et en particulier des États-Unis, où on a importé cette offre alimentaire sur des territoires qui, de toute façon, sont complètement dépendants de la production des pays du Nord. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ces histoires d'alimentation sont prises dans des problèmes politiques à l'échelle de la planète. Donc, même quand on mange dans notre assiette ce qu'on a, je veux dire, on s'embarque avec tous ces problèmes de tension et de discussion politique à l'échelle de la planète. Alors, la définition de la démocratie alimentaire, la voilà. Alors, c'est vrai qu'elle fonctionne essentiellement dans les pays du Nord, plus que dans les pays du Sud, qui, eux, sont plus attachés au concept de souveraineté. Mais la démocratie alimentaire, elle vient parce que, finalement, dans ces pays du Nord, on se rend compte que les États n'ont absolument plus de pouvoir sur les décisions concernant le système alimentaire. Voilà. C'est géré derrière par des multinationales à une échelle mondiale. Ces multinationales ont spécialisé la production agricole par pays, ont mis en place un système agro-industriel extrêmement puissant pour produire une offre alimentaire sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose, et en particulier une transformation extrêmement forte des régimes alimentaires à travers une proposition de produits ultra transformés. Donc, c'est aussi des choses que j'ai entendues. Donc, ça va être les produits sucrés, les produits gras, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. Donc à partir du moment où on ne peut plus légiférer à l'intérieur des pays sur ce qu'on voudrait ou ce qu'on ne voudrait pas, eh bien, il y a une définition qui est toute simplette, qui est de dire, puisque c'est comme ça, nous, citoyens et citoyennes, reprenons la main sur nos systèmes alimentaires. Voilà. Et la définition de la démocratie alimentaire originelle, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, par exemple, à partir des années 2000, la mise en place, en France en particulier, mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, dans tout un tas d'endroits, le système des AMAP, que vous connaissez peut-être, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, par exemple, mais c'est aussi les groupements d'achat,
Et c'est aussi les boutiques paysannes, c'est les coopératives, c'est les épiceries collaboratives. Enfin, aujourd'hui, c'est une multitude d'initiatives de cet ordre-là. Dans un rapport qui s'appelle comme ça, donc l'équipe de chercheuses avec laquelle j'ai travaillé, on a regardé ce qui se passait du côté de l'aide alimentaire. Parce que ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire cette montée en puissance de la conscientisation du rôle de l'alimentation et des systèmes alimentaires, elle a touché évidemment la partie de la population qui était la plus au clair avec ça, la plus éduquée. En tout cas, c'est le résultat dans lequel on est aujourd'hui. Et finalement, les familles à petit budget, les personnes en situation de précarité, la seule proposition qu'on leur fait, c'est l'aide alimentaire. En sachant que dans cette aide alimentaire, le rôle du travail social est vachement important, puisque le travail social est prescripteur de cette aide alimentaire. L'aide alimentaire étant aujourd'hui donc pris en charge par l'État, sous-traitée au secteur caritatif. J'en parlerai un petit peu plus loin. Et donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est, mais finalement, regardons d'un peu plus près cette filière de l'aide alimentaire, voyons ce qu'elle apporte vraiment, et en particulier le projet politique qu'on nous ramène sans arrêt, qui est celui de nous dire que ça permet de lutter contre la précarité alimentaire ou l'insécurité alimentaire, ou bien que les gens ont faim, il faut qu'on leur donne à manger. Eh bien, très bien, regardons ça. Regardons si cette filière, depuis qu'elle existe, a permis d'atteindre ces objectifs-là. Mais en gros, ce sont les limites qu'on a trouvées au système tel qu'il existe. Le premier, c'est que on voit bien que la réponse par l'aide alimentaire, elle ne couvre pas l'ensemble du territoire français. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on voit bien que les conditions d'accès à cette aide alimentaire sont terriblement inégales, posent des problèmes en termes de droits humains extrêmement importants, puisque finalement, c'est un certain nombre de bénévoles qui vont permettre, pas permettre, c'est une assistante sociale, une éducatrice qui va permettre, pas permettre l'accès à cette aide. Et donc, on a un problème d'égalité, mais on a un problème aussi qui est souvent, qui est assez fondamental et qui nous est donné en permanence et raconté en permanence par les gens qui vont à l'aide alimentaire. C'est quand même la honte d'être obligé d'aller manger par le biais d'une filière comme ça. Et on a aussi des professionnels, vous verrez un peu plus loin, il y a quelques verbatims là-dessus, qui nous disent que pour elles, c'est insupportable d'être dans cette situation de prescrire une aide, en sachant en plus qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette aide. Donc ce qu'on sait, c'est que avec cette filière, on a échoué à lutter contre la précarité alimentaire, et il y a un impact environnemental qui n'est jamais évalué. Dans tous les rapports qui ont pu être faits, que ce soit les rapports de la Cour des comptes, de l'Assemblée nationale, y compris de la Cour des comptes à l'échelle européenne, il n'y a jamais rien sur l'impact environnemental de cette filière, et je peux vous assurer que l'impact derrière, il est énorme. Alors, je ne sais pas si j'ai eu le temps de... Allez-y, on va voir. Je ne me souviens plus si dans mon PowerPoint je l'ai mis, c'est pour ça. L'approvisionnement de cette filière. Alors, déjà, une première chose, c'est que nous, on considère que c'est une filière. On considère que c'est une filière parce que cette aide alimentaire qu'on nous présente comme étant quelque chose disons, de solidaire, en réalité, est absolument utile au système productiviste dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il y a une impossibilité de produire au niveau agricole exactement ce dont on aurait besoin pour manger. Donc, le système productiviste derrière intensif, et qui fait certainement, c'est certainement la raison pour laquelle la terre de Villévral est probablement polluée, ça marche et ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup d'intrants qui vont être là pour faire en sorte que ça pousse plus vite. Et le système industriel qui s'est mis derrière pour transformer et puis distribuer cette nourriture et avoir des lieux de consommation de cette nourriture, tout ça, ça s'est pensé en termes de surproduction. Ça ne peut pas fonctionner si ce n'est pas avec cette idée-là. Donc, ce qui veut dire que cette filière, elle a une surproduction qu'elle réinjecte
en particulier dans la filière de l'aide alimentaire française, mais également internationale. D'accord? Donc l'aide alimentaire, elle est approvisionnée par ce surplus de ce système productiviste qui est en train, en gros, de nous mettre dans le mur à l'échelle de la planète. Alors, du coup, à partir de ça, on se dit, nous, est-ce que finalement lutter contre la précarité alimentaire, ça ne serait pas plutôt de se poser des questions en termes de prévention et de promouvoir une sécurité alimentaire durable? On fait une proposition de dispositif en termes de principe. On s'appuie là-dessus sur des travaux qui ont été menés en santé publique et qui va jouer sur trois contextes qui sont aussi importants les uns que les autres. Le contexte politique, l'organisation du dispositif tel qu'il existe et la cible d'action du dispositif. Donc, on n'a pas inventé le modèle, il existe déjà. Hein. Et donc, voilà ce que ça donne. Une fois, donc on met dedans, dans ce dispositif, la cible d'action du dispositif, il faut que ce soit accessible économiquement, il faut que ce soit accessible physiquement. On est dans cette démarche d'aller vers les gens, hein, pour ça vous connaissez par cœur. On se pose la question du lien social, et il y a l'enjeu de la dignité derrière. L'organisation du dispositif, ça veut dire qu'il faut qu'on pense à un accès universel, et équitable, je ne sais pas pourquoi il y a équitable. Coordination territoriale, et puis ensuite, derrière, on a le contexte politique, et en particulier, nous, on fait une proposition de sortir de l'aide alimentaire en 10 ans. En se disant, aujourd'hui, on est dans une vision curative, comment on pourrait finalement aller vers une vision préventive? Donc, ce n'est pas à vous que je vais expliquer l'ensemble des obstacles qu'on a pour ça, d'où notre petite boule qui est finalement en bas d'une pente, pas de la tarte, hein, de faire en gros monter une boule comme ça, mais on pense que c'est possible, en particulier grâce à un dispositif qui est en train de se réfléchir aujourd'hui. On a regardé tous les dispositifs alternatifs à l'aide alimentaire tels qu'ils existent. Bon, alors, sachez que ça, c'est le résultat d'une quinzaine d'années de travaux de recherche. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut dire qu'on a regardé d'une façon assez proche tout ce qui se dit alternative à l'aide alimentaire. Et ce qu'on voit, c'est que tous ces dispositifs, que ce soit des dispositifs qui viennent du côté de l'initiative citoyenne, des institutions, y compris du privé, hein, puisqu'il y a de temps en temps des propositions comme celle de Leclerc, qui a fait une proposition de liste, ou Carrefour, là, qui vient de nous sortir sa garantie universelle. Bon, bref, on a des propositions de cet ordre-là qui sont faites. Et ce qu'on voit, c'est que tous ces dispositifs ne cochent pas tous les principes qu'on a établis au-dessus. Du coup, on se dit que ça va complètement dans le coup d'après. Voilà. Donc, de cette équipe de recherche dans laquelle je suis, nous sommes quelques-uns qui avons un collectif associatif qui s'appelle Démocratie alimentaire. Et on fait partie des organisations qui ont construit en 2019, fin 2019, un collectif national qui s'appelle Pour une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais je vous assure que si vous vous y mettiez, à travers tout ce que j'ai entendu, de ce que vous expliquez autour du rôle de l'alimentation, franchement, ça serait super. Et je pense que vous aussi, ça vous aiderait si vous arriviez à entrer dans la dynamique de la SSA. Aujourd'hui, la SSA, c'est plus de 40 organisations, c'est des morceaux de la CGT qui nous rejoignent, c'est les syndicats agricoles qui sont présents, c'est tout un tas de structures, et c'est surtout une multitude, des centaines et des centaines d'initiatives réparties sur l'ensemble du territoire national, en Belgique aussi, puisqu'on a des Belges qui travaillent avec nous, puisque leur régime de sécu n'est pas très éloigné du nôtre, et sur la Suisse. Voilà, tout ça pour vous dire que derrière ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il y a une bataille culturelle, une bataille politique qui est en train de se mener et qui, aujourd'hui, commence à prendre forme
de façon assez puissante en termes de mouvement social. Alors, je vais le détailler un petit peu. Donc, ce qui est proposé par cette sécurité sociale de l'alimentation, la première des choses, c'est de comprendre que ce que vous avez dans vos assiettes, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire dès le départ, parce que c'est un des trucs qui m'a choquée dans tout ce que vous avez raconté. C'est que vous parlez des aliments que vous avez dans votre assiette, vous le reliez à votre activité professionnelle, je le comprends bien. En plus, vous avez une façon de porter la critique par rapport à vos pratiques professionnelles qui est vachement intéressante. Mais sachez quand même que ce que vous avez dans vos assiettes, c'est derrière ça, vous avez des conditions sociales de la production. Vous avez un certain nombre de travailleurs et de travailleuses qui, tous les matins, sont au boulot pour ça, ils sont payés des clopinettes. Vous avez des paysans et des paysannes qui, tous les jours, et vous l'avez entendu dans le témoignage des travailleurs là, de Villévrard sur la première journée. Et donc, quand vous mangez, c'est tout ça que vous mangez. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser l'alimentation uniquement comme un résultat, une denrée alimentaire. Ce que vous mangez, c'est un système alimentaire à chaque fois. C'est pour ça que la question derrière, qui est de dire reprendre la main sur nos systèmes alimentaires d'un point de vue de qui on est, à savoir citoyens et citoyennes, est super important. Et c'est là que la politique se met en place. C'est dans cette capacité qu'on peut avoir de reconnecter alimentation et conditions de sa production. Et le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est là-dessus qu'il s'appuie. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas l'alimentation comme denrée alimentaire, mais c'est l'alimentation comme système alimentaire. Alors, la première des choses, mais ça c'est aussi parce que c'est le résultat de nos travaux, pour nous, l'enjeu de la démocratie alimentaire, je le dirai un peu plus tard, est super important, mais on a aussi quelque chose autour du droit à l'alimentation, que nous on qualifie de durable pour le coup, parce que le droit à l'alimentation existe à l'échelle internationale dans le cadre des droits sociaux de l'ONU. Okay, la France s'est fait interpeller à plusieurs reprises, et la dernière fois en 2017, sur la façon dont elle rendait effectif ce droit à l'alimentation. Et la réponse de l'État français, c'est de dire qu'elle le rend effectif par l'aide alimentaire. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, ça paraît normal à l'ensemble de la population de penser que les étudiants qu'on met en avant sans arrêt dans leur situation de précarité soient nourris par ces surplus de la surproduction agricole. On trouve normal aujourd'hui que les gens qui ont les plus petits budgets ou les gens les plus vulnérables et les plus malades, comme ceux que vous avez à l'hôpital, soient nourris finalement par les rebuts de ce système de surproduction. Vous voyez bien que derrière ça, on a quand même un problème extrêmement puissant, pas simplement du côté de la question de la dignité, mais du droit concret à l'alimentation durable. Or, les droits sociaux, tels qu'ils existent aujourd'hui, produits par l'ONU, ils sont de toute façon assujettis au droit du commerce international, c'est-à-dire aux accords de l'OMC. OK ? Ce qui veut dire clairement qu'on revient à ce que je vous dis depuis le début. En gros, on ne peut rien faire. Si vous pensez que vous avez le choix dans ce que vous mangez, vous vous plantez complètement. On est hyper cadré par une offre alimentaire et on a 40 ans derrière nous de culture alimentaire faite par cette consommation de masse. Donc ça me pose toujours un peu problème aussi quand on dit aux gens « choisissez ce que vous voulez ». Ok, voilà, on choisit dans finalement ce dans quoi on nous a enfermés depuis 40 ans, une alimentation issue d'un système agro-industriel. Donc reprendre la main sur tout ça, vous voyez, ça nous demande vachement d'efforts. C'est-à-dire que non seulement vous êtes obligé de faire des efforts par rapport à vos pratiques professionnelles à travers toutes les questions que vous avez, mais en plus, vous voyez bien que dans ce que je suis en train de vous raconter là, l'alimentation, ce n'est pas simplement un moyen, je sais que pour vous, c'en est un, parce que c'est comme ça que vous le posez. L'alimentation, ce n'est pas simplement un moyen pour faire du lien social ou pour manger ensemble. C'est bien plus que ça, c'est vraiment un sujet politique. Et c'est quelque chose qui a à voir avec la façon dont on veut vivre ensemble sur la planète. Parce que dans ce qui est en train de se passer, l'interdépendance des systèmes alimentaires fait que, par exemple, la France
n'a plus aucune autonomie alimentaire. On a 3 jours d'autonomie alimentaire. Et on a bien vu ce qui s'est passé pendant le premier confinement. La seule chose qu'on n'a pas interdite, c'est la circulation des camions pour amener l'alimentation. Et pour ceux et pour celles qui étaient confinés en dehors des grandes villes, vous avez bien vu qu'il y a eu un sacré problème pour les paysans, qui a été de trouver les lieux de distribution de leurs produits. Et qu'il y a eu tout un système d'entraide qui s'est mis en place autour de ça. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous dire que cette question-là, qui peut paraître être, je sais pas, vraiment un objet, un moyen, une façon de penser l'action, en réalité, c'est quelque chose qui a une force beaucoup plus importante. Donc dans ce projet de SSA, on s'appuie sur le régime général de la sécurité sociale tel qu'elle a été conçue entre 1946 et 1967. On a une proposition qui est de la financer par de la cotisation sociale. On propose qu'il y ait une allocation mensuelle de 150 € par personne sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est super important parce que c'est ça aussi qui va permettre d'amorcer la machine. Et il y a un conventionnement qui doit se mettre en place, conventionnement des produits et des acteurs du système alimentaire. Et c'est ce conventionnement sur lequel il y a cet enjeu démocratique extrêmement important, puisque nous, ce qu'on propose, c'est que ça se fasse dans des caisses locales à l'échelle des territoires où on vit. Et je fais partie d'une autre structure, d'une autre association qui s'appelle Pour une écologie populaire et sociale. Tant qu'à faire, je continue dans la même logique. Et dans ce cadre-là, on propose, nous, une organisation en termes de confédération démocratique des caisses de sécurité sociale. C'est-à-dire que là-dedans, les critères de conventionnement sont élaborés démocratiquement avec une attention particulière aux personnes à petit budget parce qu'elles sont systématiquement exclues des arènes de discussion sur ces questions-là. Donc on y va y faire attention. Et on va faire attention aussi à quelque chose d'autre qui est la place des femmes et la place des enfants. En tout cas, moi, j'y crois comme ça. C'est-à-dire que moi, je pense que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est super important de mettre les enfants dans la boucle de ce travail démocratique. Et ceux d'entre vous qui sont profs ou qui ont des petits mouflets, je vous encourage à expérimenter des caisses de sécu, des caisses alimentaires avec les mouflets. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et je propose également que le regard des femmes soit majoritaire sur ces questions-là, parce que je n'ai pas le temps de développer, mais derrière ça, on a quand même, sur le plan anthropologique, une histoire assez forte de la façon dont l'alimentation a été prise en charge par les femmes. Et donc, nous, on propose que cette sécurité sociale de l'alimentation soit financée dès maintenant sur le budget prévention de la Sécu, et en attendant la création d'une 6e branche qui prendra ça en charge. Donc ça, c'est ce qu'on peut retenir, en tout cas au prisme du travail social radical. Ce que je voudrais quand même insister là-dessus, c'est que l'alimentation, c'est vraiment un marqueur de pauvreté. C'est vraiment, il faut bien le comprendre comme étant quelque chose qui vient dire la situation sociale des personnes. C'est évidemment quelque chose qui vient nous dire des choses sur le rapport de classe. S'il y en a qui pensent que la lutte des classes a disparu, eh ben vous vous plantez. Je peux vous dire pour l'alimentation, c'est clair. C'est évidemment quelque chose qui vient nous parler du genre. Et c'est pareil, là on l'a vu sur le premier confinement, hein, à travers des témoignages et des récits de femmes sur l'ensemble de la prise en charge de ces questions alimentaires. Et puis quelque chose que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais l'ancrage du système alimentaire français est un ancrage colonial. Et ce n'est pas simplement quelque chose qui a à voir avec le passé, ça a à voir avec des choses extrêmement récentes là maintenant aujourd'hui. Et ça fait partie aussi des éléments d'inégalité qui sont assez puissants dans notre système alimentaire. Voilà. L'aide alimentaire, c'est vraiment une variable d'ajustement dans le budget des familles. Ça, il faut bien le comprendre. Donc ça explique aussi pourquoi il y a une prescription qui est faite du côté du travail social. La puissance de l'offre alimentaire, donc, qui est quelque chose qui nous enferme. Je vous assure, si vous regardiez tout ce que vous avez raconté sur les règles, les normes d'hygiène, etc., participe de façon extrêmement puissante à vous amener sur le fait de ne manger que ce qu'on vous propose. Voilà, hein, c'est clair.
Donc, ça veut dire aussi qu'une fois qu'on a pigé ça, la transgression, elle est quand même plus facile. Bon, voilà, j'ai fait vitesse TGV. Il est 16 h, mais je tiendrai quand même, si ça vous dit, à faire au moins 5 minutes, 5 minutes de temps d'échange si vous avez des questions. Et je ne peux pas m'empêcher quand même de faire le lien avec ce riche exposé, merci beaucoup, avec l'affiche. Ouais, je suis d'accord. Avec l'affiche, J'ai même pas eu le temps de. la vache qui rit, le capitalisme. J'ai même pas eu le temps de parler de cette fresque absolument magnifique. Et je me suis dit, en la voyant, je me suis dit, mais punaise, c'est exactement ce que je raconte, quoi. Exactement. Et, Voilà. Donc pour illustrer. Merci. C'était très bien. Oui, on vous remercie infiniment. Je voulais juste qu'on puisse se donner une petite image par rapport à la notion à l'idée du conventionnement que vous avez évoqué. Si on dit sécurité sociale de l'alimentation, l'outil qu'on a tous en tête autour de la sécurité sociale, c'est notre carte vitale. Ouais. Est-ce que c'est une image qui pourrait être pertinente avec la Ouais. fameuse allocation Il est où, dont mon vous parlez? L'idée que du coup, j'ai semé le trouble. Oh, pardon, mais justement, j'allais sortir ma carte de sécurité sociale de l'alimentation. C'est ça. Et du coup, ma question, c'était pour avoir bien suivi votre raisonnement, est-ce qu'une sécurité sociale de l'alimentation, cette allocation que vous imaginez de 150 euros, pourrait se trouver sur une carte de la même façon qu'une carte vitale Oui. et le conventionnement de la même façon qu'il y a des médecins Oui. conventionnés, il pourrait y avoir du coup des endroits qui seraient conventionnés pour pouvoir aller acheter et dépenser l'argent qu'on exactement reçoit ça. sur cette carte. Et donc, du coup, avec toute la question démocratique qui se pose de quel endroit on souhaite Ouais, exactement. considérer comme des lieux Exactement. conventionnés, quoi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des expérimentations de caisses alimentaires. Il y en a une à Montpellier, il y en a une qui démarre à Bordeaux, il y en a une à Grenoble, une à Strasbourg, et il y en a plusieurs qui vont démarrer à Paris. Bon, alors, ceci dit, et donc derrière ça, c'est ça, hein, c'est l'octroi d'une allocation. Sur Montpellier, c'est 100 euros, je crois, et qui permet donc aux gens qui ont cette allocation d'aller acheter un certain nombre de produits dans les boutiques ou dans les lieux qui sont conventionnés, lieux conventionnés par le Conseil citoyen de l'alimentation. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel lieu. C'est ça. Et ça rejoint, pardon, je vais finir par lâcher le micro, mais ça rejoint les travaux de Bernard Friot et Ouais, Nicolas da Silva complètement. autour de la différence qui me semble assez Ouais. importante entre la notion de étatisation et de socialisation. Ok, on est complètement d'accord. Vous avez rapporté l'histoire du début des caisses de sécurité sociale. À partir de 1946, les caisses de sécu, elles ne sont pas gérées par l'État, elles sont gérées par des Complètement. représentants des travailleurs. Et Complètement. ça a fini par être détricoté au point qu'aujourd'hui, le budget de la Sécu est voté à l'Assemblée nationale. Mais du coup, c'est pour avoir une... Comme ça, je trouve que c'est toujours important de se redonner ces images du fait que décider collectivement, ça ne veut pas forcément vouloir dire l'étatisation et s'en remettre à Exact. une représentation nationale ou à un gouvernement. En fait, aussi, c'est possible que les personnes concernées gèrent localement les affaires qui les concernent. En sachant que pour l'instant, les expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation qui sont en train de se mettre en place, justement, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est plutôt du côté de la reprise en main par les collectivités territoriales de ces questions-là. Donc, ce n'est pas l'État directement, mais c'est notre type de, je dirais, le même type de pouvoir, mais à l'échelle locale. Et du coup, pour l'instant, on est dans la première phase, qui correspond en gros à la fin du 19e siècle, où un ensemble de collectifs, d'associations formés en particulier par des ouvriers et des ouvrières, surtout des ouvriers, entre parenthèses, se sont mis en place pour mutualiser des caisses et pouvoir faire face aux certains risques. Bon, ensuite, l'État a cherché à récupérer ça, c'est ce que vous expliquez. Et le problème majeur qu'on a aujourd'hui sur nos expérimentations, c'est celui-là. C'est pour ça que, par exemple, pour nous, la question démocratique, elle est fondamentale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrôle populaire sur la question du conventionnement, ces expérimentations, surtout si on regarde ce qui s'est passé sur les 15 dernières années en France, sur l'ensemble des expérimentations qui ont été menées, type, par exemple, territoire zéro chômeur, par exemple, si on prend celle-là, eh bien, on est en train de se rendre compte que rapidement, il y a une reprise en main par les pouvoirs publics qui finalement vont cadrer
les expérimentations et surtout une accélération de segments de marché. Par exemple, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir autour de l'idée, finalement, sur la question écologique, les pauvres se débrouillent mieux que les autres. Et il y a cette espèce d'idée de débrouillardise, de technique autour de la débrouillardise. Eh bien, par exemple, ça, clairement, c'est en train d'être marchandisé. Voilà. Et donc, c'est le risque qu'on a. Et il faut être vachement conscient de ça, parce qu'il y a une telle méconnaissance de qu'est-ce que c'est que le système alimentaire, qui fait que les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas juste mettre en place de la récupération pour aller distribuer à des gens qui auraient des petits budgets. Bien sûr qu'il faut le faire, on est dans une période comme ça, ce n'est pas la question. Mais c'est comment on resitue ça dans ce contexte politique et dans cette idée d'aller vers une SSA. Voilà. Et derrière, ça demande ce travail. En gros, c'est ça qui est en train de nous être posé. C'est comment collectivement on se remet au travail de la démocratie. Voilà. Et donc ça, dans une période où finalement, ça fait belle lurette que disons, que cette déconnexion politique s'est mise en place. Bon, gros programme. Est-ce qu'il y avait des remarques, des questions? Allez, 2 au fond et après, désolé, mais on s'arrête. Bonjour, merci pour cette intervention. Je voulais savoir si dans votre action était prévu un volet de sensibilisation à la production de sa propre nourriture. J'ai pas compris, moi. Pour rebondir sur les notions de choix Oui. dans notre alimentation et de reprendre la main sur Oui. cette question, est-ce qu'il est prévu dans votre réflexion et dans votre action une action de sensibilisation à la production de sa propre alimentation? Oui. Oui, bien sûr. Après, sur la question de la production de sa propre alimentation, le problème fondamental qu'on a, c'est quand même la question de l'accès au foncier, qu'on n'a pas. Enfin, je veux dire, en plus, tous les gens qui habitent en ville, en dehors de leur balcon, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Donc, on a des problèmes de cet ordre-là qui sont quand même massifs et qui sont des empêchements, point final. Enfin, on ne pourra pas y faire grand-chose. Mais ça n'empêche que avec un système comme ça, ce qu'on peut imaginer, c'est la possibilité de la remise au travail de paysans et de paysannes. Hein, il y a 400 000 paysans, un peu moins. Il faut que ce qu'on vous raconte puisse marcher avec une idée quand même d'un système français un peu plus costaud. Il nous faut plus d'1 million de paysans et de paysannes. D'accord? Donc c'est compliqué. Et puis, vous avez entendu, je veux dire, Villévrard, c'était un espace qui avait son autonomie alimentaire, qu'il l'a perdu dans les années 90 comme partout en France. Et aujourd'hui, une impossibilité d'autonomie alimentaire parce que les terres agricoles sont pratiquement inexistantes. Voilà, avec même, je suppose, un risque et un œil très, très important sur le peu qui reste. Merci. Il y avait une autre question, une dernière question au fond? Oui, moi, je suis navré, ceux qui me connaissent. C'est pas une question, je suis pas d'accord avec vous, c'est ça qui est plus compliqué. Moi, Ça va être ça me gêne plus. Alors, que vous je vais soyez pas je d'accord. vais le faire rapidement parce que c'est quelque chose. Vous dites que il faut faire une différence entre la fonction politique et on peut dire personnelle de l'alimentation. C'est quoi? Mais bon, comment je pourrais expliquer ça? Rapidement. C'est la même chose que votre critique du productivisme. Il n'y a pas de productivisme agricole en tant que tel. Il y a une société qui s'appelle une société capitaliste qui ne marche que sur où je vais faire du profit et où j'investis dans du profit. Et ça, au bout d'un moment, ça se règle avec ce qu'on appelle les crises de surproduction. Et c'est les crises de surproduction qui régulent notre système. Et c'est pour ça que ça a changé complètement la valeur même, le rapport marchand depuis le 19e siècle. On était avant on peut dire la révolution industrielle, on était dans un système marchand où on avait une marchandise, on la vendait pour récupérer et pour acheter une autre marchandise dont on avait besoin. La révolution à ce niveau-là, c'est que maintenant, ceux qui décident, ils ont de l'argent,
il cherche une marchandise, n'importe laquelle, mais ce qu'il faut, c'est qu'avec cette marchandise, il gagne encore plus d'argent. Donc, c'est intrinsèque à ça. Vous dites, faut reprendre la main sur l'alimentation, mais on ne peut pas la prendre la main sur l'alimentation. C'est eux qui décident de tout. Je vais aussi donner un exemple sur les welfares américains. Les familles pauvres ont eu de l'argent. Merci beaucoup pour la leçon, mais je vous rappelle que j'ai eu une demi-heure pour parler et que si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais dit ce que vous avez dit, vous en faites pas. Mais alors, Tiens. on va continuer le débat. En tout cas, tant mieux que le débat ait commencé. Je vous propose de le poursuivre avec Antonin Artaud, Dominique Paturel. Oui. Merci.